Le diplomate Club des Nations reçoit ce soir l'ambassadeur Guy Nestor Itoua. Avec lui, nous parlerons d'un sujet d'actualité internationale, le conflit israélo-arabe. Mesdames et messieurs, bienvenue à votre émission, le diplomate Club des Nations. Bonsoir monsieur l'ambassadeur, une fois de plus, bienvenue à l'émission Le Diplomate. Nous abordons ce soir donc un sujet international débuté en 1948, juste après la déclaration d'indépendance de l'État d'Israël. Le conflit israélo-arabe reste une épine dans le pied de la communauté internationale. Comment expliquer alors la création d'un État juif sur un territoire palestinien? Merci M. Bourangan pour m'avoir invité pour aborder ce sujet, un sujet qui est d'actualité aujourd'hui. Au fait, le conflit israélo-arabe, comme vous l'avez appelé, au départ, c'est le conflit israélo-palestinien. Palestinien, oui. Voilà. Il porte sur le fait que Israël s'est constitué sur le territoire actuel qui est appelé la Palestine pour les Arabes et Erez Israël en hébreu, ça veut dire terre d'Israël, par les Juifs. Mais vous avez commencé évidemment en 1948, mais je pense que tout est parti des décisions prises en 1947. En 1947, face à la persécution et au massacre du peuple juif pendant la Deuxième Guerre mondiale. Alors l'ONU avait décidé de créer un État pour eux, un État pour le peuple juif. Et c'est comme ça que il y a eu la mise en place d'un comité, le comité spécial des Nations Unies sur la Palestine, qui avait été chargé d'élaborer un plan de partage du territoire de la Palestine britannique. Et en 1948, évidemment, après que le travail du comité ait été validé par les Nations Unies sous la forme d'une résolution, la résolution 181, donc, portant application des mesures donc, de ce comité spécial des Nations Unies sur la Palestine. Ce plan, il faut aussi l'évoquer, que prévoyait-il? Ce plan prévoyait la création, déjà la partition du territoire de la Palestine britannique en 3 entités, et assorti de la création d'un État juif, donc Israël, et d'un État arabe, donc la Palestine. Et en 1948, je crois que c'était en mai 1948, le jour que le mandat britannique sur la Palestine expire, il y a le président du Conseil national des Juifs, M. Ben Gurion, qui décide de la proclamation de l'indépendance de l'État d'Israël. Et sans en référer aux voisins, c'est-à-dire la partie palestinienne. Alors de là, c'était le jour où les violences ont commencé, c'était l'éclatement de la guerre, ce que les Palestiniens ont appelé la Nakba. La Nakba, c'est donc la catastrophe. Parce qu'il y a eu l'État juif, donc l'État d'Israël qui a été déclaré, alors que de l'autre côté, la situation n'était pas la même pour la création de l'État de Palestine, l'État arabe. Vous savez, avant la Première Guerre mondiale, il y avait environ 590 000 Palestiniens pour 29 000 Juifs, selon les statistiques disponibles au niveau des services onusiens. Mais non,
qu'est-ce qui s'est passé quand la guerre éclate? Les Juifs, qui avaient déjà leur État fraîchement créé, ont renforcé les retours, donc ce qu'ils appellent l'Aliyah. Et les Juifs qui étaient éparpillés dans le monde entier ont commencé à revenir chez eux, pendant que les Palestiniens, ceux qui ne supportaient pas la guerre, ont commencé à quitter le territoire pour les pays environnants, si bien qu'ils sont allés se faire réfugier en Syrie, en Jordanie et évidemment au Liban. Et ceux qui étaient restés sur le territoire de la Palestine, de l'ancienne Palestine britannique, se sont concentrés en Cisjordanie et au niveau de la bande de Gaza. Bon, je ne sais pas s'il faut séparer Jérusalem-Est de la Cisjordanie, mais sinon c'est Jérusalem-Est qui donne sur la Cisjordanie elle-même et Gaza. Sans compter qu'il y a aussi des Palestiniens qui vivent depuis cette époque-là dans les frontières d'Israël. C'est ce qu'on appelle les Arabes israéliens. Et on sait que l'histoire des religions nous enseigne que le judaïsme est apparu après l'hindouisme et avant le bouddhisme, le christianisme et l'islam. Donc c'est un peu pour montrer l'antériorité du judaïsme. Et selon la Bible, l'histoire du peuple juif commencerait vers moins 1200 ans avant notre ère, avec Abraham qui vivait dans Ur, donc dans les frontières actuelles de l'Irak. Depuis quelques jours, on parle de l'accord cadre entre Israël et le Liban sur le mécanisme de négociation entre le Liban et Israël concernant la délimitation de leurs frontières terrestres et maritimes. Est-ce qu'on peut parler là d'un pas vers le processus de paix qui est vraiment attendu dans cette zone-là? Je ne pense pas que l'on soit en plein dans le processus de paix à proprement parler. Là, il s'agit d'une question de frontières qu'il faut délimiter sous l'arbitrage des Nations Unies. Le Liban et Israël n'ont pas pris langue directement. Ils sont en train de se parler par voilà, le truchement des Nations Unies pour régler cette question de frontières. C'est une question géostratégique, je dirais même économique de grande ampleur, parce qu'il ne s'agit pas que des frontières terrestres. Il y a aussi les frontières maritimes à délimiter. Pourquoi j'évoque les frontières maritimes? Parce que cette zone-là, c'est une zone qui est très très riche. Il y a d'importants gisements de gaz et peut-être de pétrole. Vous savez dans quelle situation se trouve l'économie libanaise aujourd'hui. Ils ont besoin de rebondir, donc ils ont besoin peut-être d'exploiter leurs ressources. De l'autre côté d'Israël, même si l'économie du pays est prospère, mais ils ont besoin aussi de ces richesses-là. Et n'oublions pas que, parlant par exemple du gaz, Israël fait venir du gaz d'Égypte pour ses besoins économiques et sociaux. Donc avec son propre gaz qu'ils vont exploiter, je pense que ça va réduire la dépendance dans ce domaine-là vis-à-vis de l'Égypte. Donc c'est beaucoup plus une question qui peut évidemment à la longue avoir des incidences sur des avancées enregistrées dans le processus de paix, mais là on est encore sur des questions purement techniques. Ok, mais toujours sous l'égide des États-Unis, le 15 septembre dernier, il y a eu signature donc, des accords de normalisation des relations diplomatiques entre Israël et deux pays arabes, à savoir Bahreïn et les Émirats arabes unis. Quel est votre commentaire à ce sujet? Bahreïn et les Émirats arabes unis sont des alliés des États-Unis d'Amérique. Je n'ai pas besoin de faire des commentaires sur les relations entre les États-Unis d'Amérique et Israël. Donc,
Vous comprenez déjà que c'est très facile pour un grand acteur comme les États-Unis d'Amérique de favoriser cette normalisation au regard des acteurs tels que je vous l'ai décrit. Mais j'étais en train de vous dire aussi que chaque fois que le processus de paix est en panne, que ce soit du côté de l'ONU, que des États ou des grandes puissances, ils ont toujours essayé de mettre ensemble les différents acteurs concernés par cette crise. Si bien que, bon, vous avez certainement entendu parler des accords comme ceux du camp David ou bien d'autres accords. On peut aussi évoquer les accords d'Oslo de 1993 qui ont été signés à Washington sous l'œil vigilant de Bill Clinton. À l'époque, c'était évidemment Yasser Arafat et Isaac Rabin. Et au sorti de ces accords, si je ne me trompe pas, en 1994, le prix Nobel de la paix était décerné à Arafat, puis Isaac Rabin et Shimon Peres. Et c'était à cette occasion que Israël reconnaissait pour la première fois officiellement l'autorité palestinienne, donc la nouvelle version de l'autorité palestinienne, à la tête de laquelle était investi Yasser Arafat, qui lui aussi reconnaissait pour la première fois officiellement l'État d'Israël. Donc c'est pour dire que vous évoquez la normalisation avec Israël d'un côté, et Bahreïn et les Émirats arabes unis de l'autre. Je crois que c'est un processus. Donc avant eux, il y a déjà eu d'autres acteurs, comme l'Égypte. Je vous ai parlé des accords du camp David. Donc l'Égypte s'était déjà engagé dans la normalisation, tout comme la Jordanie. Ce sont des rares pays qui ont des relations diplomatiques avec échange d'ambassades avec Israël. Dans cette région, il y a aussi la Turquie. Et oui, vers la fin, ils ont eu quand même des relations difficiles. Mais la Turquie aussi a une ambassade. Mais sinon, dans le cadre du processus de paix, la Jordanie et l'Égypte avaient déjà signé la normalisation avec Israël et ils ont des échanges de représentations diplomatiques dans les pays, donc en Israël et puis pour la Jordanie et l'Égypte. Et puis, de l'autre côté, pour Israël aussi. Les Israéliens sont présents en Jordanie et en Égypte. Donc, ce que vous venez d'évoquer là, je crois que c'est une nouvelle étape de ce processus. Et ce n'est que normal pour les raisons que je viens de vous évoquer. Au un, ce sont des alliés des États-Unis d'un côté, donc Bahreïn et les Émirats arabes unis. Et de l'autre côté, il ne faut pas oublier que ça bouge dans cette région. Vous savez tout ce qui se dit autour de l'Iran ou contre l'Iran. C'est ce qui allait amener ma question, de savoir comment est perçu ces accords de normalisation par l'Iran ou les autres pays arabes qui ne sont pas alliés aux États-Unis. Les pays arabes qui ne sont pas des alliés des États-Unis, pour le moment, peut-être que ne se prononcent pas, mais dans les territoires palestiniens occupés, ils ont donné de la voix. C'est comme pour eux une espèce de nouvelle Nakba. C'est triste de voir des partenaires de taille comme ça se désengager du combat, pas seulement politique, culturel et religieux, donc d'abandonner, un peu comme les Palestiniens. Mais l'enjeu, comme je vous l'ai dit par rapport à l'Iran, on annonce une guerre. Les États-Unis en parlent, les Israéliens en parlent depuis des années. C'est une guerre, comment elle va se dérouler? Donc les pays qui sont dans la sous-région se posent des questions.
on a vu les effets collatéraux des autres guerres qu'il y a eu dans cette région. On a parlé de la guerre d'Irak, la guerre du Golfe de 91. Donc je pense que certains des États arabes, surtout alliés des États-Unis, sont déjà en train de trouver aussi le moyen de chercher une protection. Pas seulement une protection des États-Unis, qui sont à des milliers de kilomètres du théâtre des opérations, si jamais il y a guerre un jour, mais plutôt avec Israël. Parce que dans cette guerre, si jamais ça se produit, Israël est un acteur majeur. Donc ces États cherchent aussi la couverture. Ces États cherchent la protection. N'oublions pas qu'Israël a développé des procédés, des boucliers antimissiles, des choses comme ça, ce qui permet aujourd'hui d'essayer d'atténuer un peu la puissance de frappe de Gaza, qui envoie régulièrement des projectiles. Et ces boucliers antimissiles permettent aussi au pays de faire face à d'autres attaques. Ce n'est pas seulement les attaques de Gaza, mais à d'autres attaques, peut-être avec des moyens plus performants et plus développés. Parce que qu'est-ce qui va se passer si l'Iran n'est pas capable d'atteindre directement, par exemple, Israël ou les États-Unis d'Amérique? Ils vont s'en prendre aux alliés des États-Unis d'Amérique dans la sous-région ou dans la région. Donc il faut aussi prendre des précautions et se préserver. Effectivement, Excellence, on ne peut pas parler du conflit israélo-arabe ou israélo-palestinien sans pourtant évoquer l'implication des États-Unis dans ce conflit. Les États-Unis ont des relations exceptionnellement particulières avec Israël. Les États-Unis ont aussi beaucoup d'alliés dans la sous-région. Et généralement, chaque fois qu'il s'agit du processus de paix, qu'il soit israélo-palestinien ou israélo-arabe, les États-Unis sont toujours présents, pour ne pas dire au devant de la scène. C'est par rapport aux relations qu'ils entretiennent avec l'un et les autres. Monsieur l'ambassadeur, après avoir parlé des origines de ce conflit, parlé de ce conflit qui est assez complexe dans le Moyen-Orient, quel avenir pour le processus de paix dans cette zone? Merci beaucoup, Monsieur Brangan. Je pense qu'au chapitre des normalisations concernant le processus de paix israélo-arabe, il y aura sûrement peut-être des candidats, des nouveaux candidats, des nouveaux pays. Aujourd'hui, on a évoqué les réticences peut-être du Maroc, ils ont leurs raisons. On parle aussi du Soudan, mais ce n'est pas étonnant de voir d'autres pays comme le Koweït. On sait bien qu'en 1991, pendant la guerre du Golfe, les Américains avaient beaucoup soutenu ce pays. C'était d'ailleurs eux le pays leader qui avait tout fait pour sortir les forces irakiennes du Koweït. Donc pour ces raisons-là, ce n'est pas impossible que demain, ils répondent par exemple présent à cet appel de la normalisation. Pareil peut-être pour l'Arabie saoudite, au regard des enjeux actuels géostratégiques ou même économiques, ou peut-être même militaires avec le territoire. Peut-être qu'Israël a besoin de ce territoire-là, parce que l'Iran, c'est quand même assez loin. Stratégiquement, les spécialistes pourront en parler mieux que moi. S'il faut quitter Israël pour aller bombarder en Iran plutôt et revenir, et tout ça. Et eux-mêmes aussi, ils veulent se préserver. C'est une économie aujourd'hui très prospère, très dynamique. Ils n'ont pas besoin de tomber dans ces guerres et autres. Donc ce n'est pas étonnant. Et il y a aussi le fait que les positions de l'Arabie saoudite sont souvent similaires à celles des Émirats arabes unis. Rien que pour ces raisons-là, on peut se dire que
il y a sûrement des prochains candidats à la normalisation. Mais maintenant, il y a un aspect assez délicat qu'on n'a pas beaucoup mis en exergue dans l'actualité du moment, c'est le processus de paix israélo-palestinien. Parce que ça va nous renvoyer aux frontières de 47, de 67 et de tous les rebondissements qu'il y a eu sur le sujet. Parce que déjà, géographiquement, c'est une situation très 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 difficile. Vous voyez que la bande de Gaza et la Cisjordanie constituent ce qu'on appelle aujourd'hui l'autorité, pas l'autorité palestinienne, mais on va dire les territoires palestiniens occupés. Pour partir de la bande de Gaza, pour la Cisjordanie, tu dois traverser Israël sur environ 115 km. Donc, il y aura un État avec 2 démembrements traversés par un autre État, une puissance étrangère, donc Israël. Donc, pour circuler dans son État, on sera obligé de sortir à l'international, donc certainement demander des visas à Israël et autres pour aller rejoindre son État. Tout ça, c'est un peu difficile physiquement, mais politiquement aussi, je ne dis pas que le sujet est un peu comme dans l'impasse en interne. Israël a son agenda en termes de politique intérieure. L'actuel patron, le Premier ministre Benjamin Netanyahou, a un agenda politique qui est aujourd'hui très très délicat parce qu'il fait face à la contestation populaire. Il a beaucoup d'attaques judiciaires. Il est presque dans une espèce de survie politique. Pour qu'il soit encore là, il lui a fallu une grande bataille avec Benny Gantz, qui est un ancien patron de l'armée. Ils ont signé un accord qui lui permet encore de résister, mais il est guetté par la justice et les populations en Israël aussi sont debout, ils ne veulent plus de lui. Alors, que prévoit son accord avec Benny Gantz? Pour les 4 ans d'exercice de leur mandat, lui il va diriger pendant 2 ans et en 2021, l'autre prendra le relais. Donc, ce que Netanyahou cherche aujourd'hui, c'est une sortie honorable. Voilà pourquoi il a accepté aussi facilement la normalisation, tout ça, parce que tout ça c'est à son avantage. Et en interne, il finit en 2021. Quand il finit, je crois qu'il craint de tomber dans la perte de l'immunité. Il va être exposé aux poursuites judiciaires. Et en 2021, il y a l'élection présidentielle. Parce que l'actuel président, Reuven, finit son mandat en 2021. Celui qui a succédé, on va dire, à Shimon Peres, même s'il y a eu un intermédiaire. Le mandat du président là-bas est de 7 ans, non renouvelable. Donc, le président Rivlin est en train de terminer. Et il vient du même parti, il vient de Likoud. Même s'il a des positions un peu difficiles dans le Likoud, mais ils sont tous du même parti. Donc Netanyahou se dit, peut-être que quand j'aurai terminé au niveau du gouvernement, je peux saisir cette autre opportunité. Au moins, une fois président, ça va toujours le préserver. Donc il aura toujours l'immunité. Voilà. Ça, c'est du côté d'Israël. C'est un des impasses au processus de paix. Au processus de paix. Donc, ils n'ont plus tellement la tête à ce processus de paix israélo-palestinien. Et du côté des territoires occupés, Mahmoud Abbas, qui est l'actuel président de l'autorité palestinienne, a beaucoup de difficultés politiques. À 84 ans, il y a des problèmes de succession. Il est toujours difficile de rassembler toutes les fractions palestiniennes, les mettre ensemble, c'est très très difficile. Et même s'il réussit à le faire,
Mais il y a aussi du côté de Gaza. Parce que Gaza a aussi toute une organisation comme un gouvernement et autres. Donc le challenge de Mahmoud Abbas, c'était aussi de réunifier voilà, les forces voilà, et tout. Pendant que géographiquement, il y en a qui ne sont pas en Cisjordanie. Donc il y en a qui sont à Gaza. Voilà. Merci bien, monsieur l'ambassadeur. Nous sommes arrivés à la fin de l'émission. Malheureusement, on comprend bien l'intérêt du sujet, on comprend bien que le conflit israélo-arabe est un serpent de mer qui a plusieurs facettes. Nous avons essayé d'évoquer quelques-unes de ces facettes. Malheureusement, on pourra peut-être revenir un autre jour sur ce sujet très intéressant. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe qui m'a accompagné. Merci à Yann Bossati, merci à Basile Elenga et à Anthony. Merci à vous et au revoir. Bye bye. Merci.